Box office, c'est parti. Ce soir, on parle du dernier film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. C'est parti, Sinners, bande-annonce. Je voulais pas vous faire peur. J'ai l'impression que vous m'avez oublié. Allez, ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Stack, c'est toi? Mais oui, c'est moi, vas-y, ouvre. C'est pas ton frère. De retour dans le studio de Chemical Productions, donc Sinners, réalisé par Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld et Jake O'Connell dans les rôles principaux. Comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il y a énormément d'acteurs autour de ce film, mais surtout, on va retenir la découverte, un petit peu l'introducing, comme ils disent dans le générique, de Miles Catton, donc qui est un jeune acteur-chanteur qu'on découvre en tout cas avec ce film. Voilà, et Jake O'Connell, on va le retrouver cette année aussi dans 28 ans plus tard, donc le dernier film de Danny Boyle qui est écrit par Alex Garland. Voilà. D'ailleurs, on attend toujours un distributeur pour le dernier film de Alex Garland, donc qui est Warfare, qui est déjà sorti aux États-Unis et qui fait carton aux États-Unis. En tout cas, il parle beaucoup de lui. C'est un film A24, donc il faudrait qu'on ait un petit distributeur quand même, les amis. Ça serait vraiment cool. Voilà, le synopsis du film. Alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, deux frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir à zéro, mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience. Alors, les amis, autour de la table, qui veut commencer déjà pour parler de Sinners ? Oui. Tout le monde l'a vu ? Oui, bien sûr. oui. Ok. Eh ben mon Maxou, t'as l'air OP, donc... allez, lançons-nous. Allez, lance-toi. Allez. Moi, c'était une bonne petite surprise. D'accord. Voilà, un petit film un peu fantastique, évidemment, puisqu'il y a des monstres un peu légendaires dedans. Il s'est cru dans Skyrim. Des monstres un petit peu légendaires. Oui. Ils sont un peu légendaires. Un peu. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément compris de pourquoi du comment ils débarquent, pourquoi. D'accord. Enfin, bon, il y a, voilà, l'histoire. Moi, j'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé les musiques aussi. Ça bouge. J'adore. La musique. Alors, si vous êtes sur Twitch, vous avez la gestu de Maxou, mais. J'adore le mood de la musique, la colorimétrie aussi incroyable. Et concernant les jumeaux, j'ai beaucoup plus apprécié, par exemple, que par rapport à Monkey. Par rapport à Monkey, puis je dirais même plus loin par rapport à Altonite. Oui, aussi, oui. Bon, c'est pas des jumeaux, ils sont censés être différents. Mais je trouve que Michael B. Jordan, il rend ça bien mieux que dans The Monkey. Oui, c'est vrai. Voilà. On sent qu'il y a vraiment une différence entre les deux jumeaux. Voilà, un qui est un petit peu plus terre à terre, un autre un peu plus foufou. Une seule petite remarque sur les effets, c'est à un moment donné, ils sont devant la voiture quand ils veulent acheter justement la grange. On remarque qu'il y a une ombre qui est un peu plus petite que l'autre, alors qu'ils sont au même endroit. Voilà, j'ai remarqué ça. D'accord, mais à part ça, quand il se passe les cigarettes, les machins, je trouve ça très bien. Vraiment, déjà, c'est cool que t'en parles. Déjà, qu'il y ait ce plan incroyable où il se passe une clope, c'est super bien foutu. Je sais pas comment ils ont pu faire déjà ce plan, mais c'est vrai que c'est d'un réalisme. Et il y a un autre plan aussi où ils se prennent dans les bras. Et j'ai vu une photo en fait d'un projectionniste IMAX aux États-Unis qui a pris en fait en photo la salle de Sinners avec l'écran vraiment IMAX, parce que ce film a été tourné pour la IMAX. Voir les deux Michael B. Jordan se prendre dans les bras de peur, de stupéfaction, etc. C'était vraiment vraiment magnifique, quoi. Vraiment magnifique. Gary, tu voulais parler un petit peu de Sinners? Oui, je peux. Ok. Bah vas-y. Moi j'ai vu le film avec Maxime, je crois, à Sens. Oui. Donc oui, moi aussi j'ai passé un très bon moment devant.
Moi, je diviserais le film en 2 parties. Ouais, Donc, c'est normal parce voilà. que je pense que oui. C'est fait pour, je pense. Ouais, carrément. Voilà, Il est long à démarrer, effectivement. Une première partie que j'ai beaucoup aimé, où que le film prend le temps de t'expliquer, de mettre en place l'histoire, de t'expliquer l'histoire des personnages et leur passé, qui est émouvant à tous. Carrément, aux deux. Voilà, aux deux. Aux deux, mais même les autres. Même aux autres. Hein, Ah oui, oui, les mais autres, ouais, c'est ouais. c'est pour ça que, comme tu le dis, il est un peu long à démarrer parce qu'il va loin dans les détails de chaque personnage. C'est vrai qu'avant d'arriver à cet élément déclencheur qui est au moment de la nuit, c'est justement très intéressant parce qu'on est attaché à tous les persos, ils se connaissent tous, etc. C'est Comme cool. ils se regroupent tous à la fin au niveau de la grange, en fait, du coup, C'est ça vrai. crée un lien sur la longue durée. Quoi. C'est vrai. C'est ça. Et donc, une fois que tout ça est mis en place, il y a le climax où que le gamin joue la musique et que tu as le futur et le passé qui arrivent avec sa musique. C'est très belle. Cette scène est très très belle. Scène est géniale, oui. Et ensuite, un élément qui m'a un peu sorti du film, c'est l'arrivée du fantastique. Donc le Jake O'Connell, ouais, Voilà, etc. des voilà. vampires, parce que moi de base, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est marrant parce que Et... en voyant la bande-annonce, et je trouve que le film axe beaucoup plus la partie vampire que sur la première partie du film. Mais moi, je l'avais pas vu la bande-annonce. Ah bah tu vois. Mais voilà, du coup, je pense qu'ils auraient pu faire une histoire très intéressante sans forcément amener le côté vampire. Ok, d'accord. Mais- Toi, pour toi, le côté vampire était de trop. C'est ça m'a un peu sorti du film. Mais... Ok, d'accord. Voilà. Maxime, est-ce que tu partages déjà l'avis ou est-ce que toi, c'est le côté fantastique que tu apprécies? En fait, c'est bien fait. Honnêtement, hein, que ce soit les giclées de sang, les effets spéciaux à la fin, mais c'est bien fait. Mais effectivement, je pense que le film aurait pu être très bon juste en ayant une histoire un peu plus terre à terre, quoi, sans le fantastique. Ok, d'accord. Donc vraiment, de ce côté-là, vous rejoignez sur ce point ici, sur ce point-là. Du moins, je pense qu'ils auraient dû, parce qu'ils ont introduit quand même les quelques Indiens quand on voit l'apparition du premier vampire. Oui. Ils introduisent les Indiens, mais on les revoit pas. On les revoit plus jamais. Donc je pense qu'ils auraient peut-être pu les amorcer un peu sur la plus fin, et faire en sorte qu'ils interviennent un peu plus et ajouter plus ce côté légende, parce qu'on nous introduit cette légende-là d'être des démoniaques en fait qui sont chassés par les Indiens, mais au final en fait on n'en parle pas plus que ça, on voit juste les vampires et c'est tout. C'est vrai. Donc ils auraient peut-être pu y aller un peu plus loin avec ça. Après le film en soi il est très bon. Ouais, justement, toi donne-nous ton avis un petit peu, mon petit Ludo. Alors moi je suis parti un peu comme Gary, je crois que j'ai peut-être dû voir une fin de bande-annonce ou voir pas du tout, mais je m'attendais pas à un truc avec des vampires ou quoi. Et quand j'ai vu le film démarrer avec du coup le petit jeune qui arrive vers la chapelle et son père, ouais. Voilà, et tu te dis ah ouais, donc en fait il y a vraiment quelque chose en fait de mal qui se passe, mais tu sais pas vraiment quand ça commence, qu'est-ce qui se passe. On revient dans le passé, on voit tout le déroulé et c'est prenant, tu t'attaches à tous les personnages, tu vois qu'il y a vraiment un lien qui les unit tous. T'as toujours des histoires à droite à gauche, certains qui cherchent de la rédemption, donc quelque chose qui est beau. T'as l'amour de la musique dans le lot, l'amour la volonté de créer un endroit pour que tout le monde puisse se faire plaisir c'est ça, ouais. et profiter, ça c'est beau. Puis le passage vraiment où le gamin joue et tu vois qu'il est possédé par la musique. Et puis même le côté mélangé passé futur, j'ai trouvé ça dinguerie monumentale. Le message c'est que la musique est intemporelle et que quoi qu'il arrive il y aura toujours un genre de musique qui fera que tout le monde ça réunira du monde quoi. En tout cas sur cette séquence là, parce que d'après le lore on va dire du film, la musique est aussi un pont aussi à des choses beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes, dont les forces démoniaques qui se permettent on va dire d'utiliser les portes des notes de musique pour arriver sur notre monde. C'est d'ailleurs pour ça que Jake O'Connell arrive. C'est après on va dire une première musique que Miles Catton fait, etc. Toi, on a bien compris aussi le principe de si je t'autorise pas à rentrer, ils peuvent pas rentrer, toi. Ouais. Mais c'est marrant parce que l'importance du consentement. Exactement. Et surtout, on en avait déjà parlé avec GG au moment où on avait parlé de Renfield il y a 2 ans, puisque Renfield prenait exactement ce principe-là aussi des vampires, et j'étais en mode ah putain c'est bien, ils ont repris ce délire-là, etc. Donc c'est un truc qui existe depuis assez longtemps, le vampire, ou même des fois le mort, s'il est pas invité, il n'a pas le droit de rentrer. Et là du coup, alors le côté fantastique, etc. Finalement en fait c'est les deux frangins, ce qu'ils créent, c'est un espace de liberté. La liberté, comme eux, ils la conçoivent en fait, parce que la liberté, ils l'ont cherchée à Chicago, ils l'ont pas trouvée, ils ont voulu aller la trouver dans une autre ville dans le Mississippi, mais on leur a dit on veut pas de vous parce que vous êtes des mauvais garçons, etc. Et donc là, hop, ça y est, ils ont toutes les cartes pour faire ce qu'ils veulent.
Et la liberté, eh ben, elle s'arrête là, enfin, là où commence celle des autres. Et en fait, les vampires qui sont... Moi, je pense qu'il faut les voir comme les libertaires. Et finalement, les libertaires, c'est Trump, etc. Ah, tu vois plutôt un message de ce côté-là, ouais. Là, je pense qu'il y a un peu de ça, parce que du coup, les libertaires, c'est ça, c'est ouais, ah bah, on peut faire tout ce qu'on veut et tout le monde, alors venez, il n'y a pas de problème. Rentrez dans la famille, rentrez dans le cercle, etc. Mais sauf que, bah, en fait... La liberté, c'est ce que c'est ce que tout le monde veut, mais c'est quelque chose qui doit pouvoir être partagé correctement. Oui, carrément. Il faut qu'il y ait des, entre guillemets, qu'il y ait une sorte de communion, mais aussi d'accord entre chacun, etc., pour que tout le monde puisse être heureux. C'est le principe. Et le gamin, il est pas, tu vois, c'est les champs de coton, la messe, son daron en plus qui est pasteur, etc. Enfin voilà, il a d'autres aspirations de liberté, et finalement, à la fin, c'est ce qu'on voit que eux, ils ont, différents personnages ont réussi à vivre toute leur vie, ou en tout cas à la continuer, en laissant l'autre tranquille, quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Finalement, la liberté, c'est simplement être heureux et respecter la tranquillité de l'autre. Ça c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. Après, pour le côté, comme tu l'évoquais là, plus politique, moi je l'ai pas vu. J'ai plutôt vraiment vu quand même la partie. On parle quand même d'anciens esclaves dans le Mississippi. Alors, oui. Avec le Ku Klux Klan, quand même. Mais voilà, mais justement, j'y ai plus aussi. J'y ai déjà, et c'est surtout le côté sectaire de la chose, plutôt que de partir dans le côté politique. J'ai plutôt vu le mode dénonciation du principe d'une secte en règle générale, tu vois, parce que Jake O'Connell, c'est exactement ce qu'il fait. Ah oui, voilà, fait, et le principe en fait, de ils recrutent, exactement, et en fait ils sont coincés. Et c'est vrai que le principe de la secte, peu comme justement le Ku Klux Klan, exactement, c'est clairement ça. Je pense plus que c'est un rapport par rapport à ça. Oui, totalement. C'est d'ailleurs dans le contexte historique du film, comme tu l'as dit, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. On sent que l'esclavage leur pèse encore parce que c'est très frais pour eux, et c'est vraiment très bien retranscrit. Ils ont leur fausse monnaie et tout le merdier. Exactement. Enfin voilà. Ouais, et d'ailleurs, je me permets de revenir sur le synopsis que tu as lu. C'est le synopsis qu'un pote aussi m'a lu quand je lui ai parlé du film. Je dis non, mais ça a rien à voir en fait. Ouais, alors c'est le synopsis d'Allociné. Ouais, ça a rien à voir. Enfin, je veux dire, les gars, c'est une nuit en enfer avec du blues et dans le Mississippi, quoi. Alors oui, alors non, mais moi je trouve que le vendre comme ça, déjà d'une, dommage. Honnêtement, de le vendre en mode c'est une nuit en enfer. Dans le Mississippi, je trouve qu'il y a une forme de ce film-là n'a pas d'identité, alors que pas du tout. Malgré pas ce que je veux dire. Ouais, mais là, c'est la façon dont aussi Internet le vend en mode dis donc, c'est juste un remake de Une nuit en enfer. Mais pas que les gars. Alors loin de là. Arrêtez. Mais tu vois, je trouve que ça, pas le même humour. On s'en fout en fait. Et puis c'est pas du tout les deux frangins qu'on suit, c'est le gamin. Je suis d'accord, et c'était intéressant, on va dire, de lire le synopsis, et c'est bien que lire le synopsis de Allociné, que tu puisses me faire intervenir dessus. Mais en tout cas, le vendre comme c'est une nuit en enfer, moi je suis pas d'accord. Si, il ressemble énormément, et j'y reviendrai au niveau de mon avis, et c'est pour ça que peut-être que ça diffère un petit peu avec vous, mais voilà, mais le vendre en lien avec Une nuit en enfer, je trouve que c'est pas lui rendre justice. Voilà. Gary, tu voulais rajouter quelque chose ? C'est un peu comme la bande-annonce, ça vend un peu tout le même film. Je suis d'accord. Oui. Mais par contre, tu vois, au niveau de la bande-annonce, je suis désolé, mais il y a quand même, excuse-moi mon petit Lulu, mais un peu plus de créativité que par exemple une autre bande-annonce qu'on verra dans la soirée, qui est celle de Until Dawn, les amis. On est sur quelque chose de classique de chez classique, avec cet effet de fumée. On en parlera. Ne t'inquiète pas. Ouais. Mais voilà, vous allez voir les images, c'est accablant. Voilà, là au moins il y a de la créativité. Il y a de la créativité quand même derrière cette bande-annonce-là, déjà par les lettres qui apparaissent, les plans. Michael Bay, certes, ils te le vendent plus comme un film de gangster avec Michael Bay Jordan plutôt qu'un film avec des vampires, mais c'est aussi le contre-pied qu'on veut prendre. Voilà. Puis ils te le vendent plus aussi sur l'histoire des deux jumeaux aussi, que sur l'histoire du jeune en fait. Tout le synopsis de base. Mais même au niveau de la com. Toute la com, c'était juste il y a Michael Bay Jordan. Est-ce que vous savez si l'acteur qui le joue ancien, c'est un vrai bluesman? C'est un chanteur, je crois. D'accord, c'est un vrai chanteur, je crois. Oui, clairement. C'est ce que je me suis dit, parce que ils vont pas prendre un. Avant de parler un petit peu de mon avis sur le film, dès le départ, Ryan Coogler l'avait annoncé vis-à-vis de Warner Bros. Sinners est voué en fait à être développé. C'est quelque chose qu'il veut développer un petit peu à l'image que Matt Reeves.
peut-être pas un univers, mais je pense au moins un diptyque, voire peut-être une trilogie, sans parler d'univers connecté. J'ai vu différentes images sur TikTok qui avaient circulé avec genre Ryan Coogler qui est devant un écran un petit peu genre au cinéma avec une timeline, etc., avec différents titres. Ça pour moi c'est full fake. Il n'y a rien d'annoncé de titres et des machins et trucs comme ça. Par contre, je sais que d'avance, avant que ce film sorte, Ryan Coogler avait dit comme quoi Sinners, il voulait développer cet univers par d'autres créations. Donc, est-ce que ce sera un diptyque, est-ce que ce sera une trilogie, ou est-ce qu'il voudra aller plus loin et faire un univers connecté? Ça, je ne sais pas. Mais déjà, faisons le côté parallèle avec Une nuit en enfer. Une nuit en enfer, déjà, c'était 3 films et une série télé. Même si la série télé est un remake du premier film, et c'est la version longue du premier scénario qu'on suit, surtout pour la première saison. Mais voilà quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les amis? Enfin, tu vois, si tu parles du fait qu'il y aura peut-être des suites ou etc. Ouais, au moins une suite, c'est sûr. C'est peut-être là justement qu'ils exploiteront plus les Amérindiens. Ah bah carrément. Peut-être, tu vois, ouais. avec le fait que si ça se trouve maintenant qu'ils ont été colonisés par les blancs, etc., peut-être qu'il y a une espèce de société secrète qui cherche ça parce que eux ils savent, alors que les nouveaux habitants ne le savent pas du tout quoi. Non mais oui, ce serait drôle. Ah carrément. Ouais, bah soit ça, soit un truc sur tu suis du coup les 2 vampires qui restent jusqu'à la fin et tu vois un peu comment est-ce qu'ils ont développé entre guillemets du coup le côté je sais pas, j'allais dire sectaire, mais sans vraiment dire ça, mais comment ils ont perduré dans le temps en fait jusque-là et comment ils ont occupé leur truc à vouloir du coup développer leur déjà d'une là la partie avec Jake O'Connell dans le film, le film est sorti quand même depuis quasiment un mois, il est sorti le 16 avril les amis, donc je pense pas qu'il soit disponible encore en salle, mais si on vous donne envie avec notre débat de le voir, que ce soit en Blu-ray ou sur d'autres moyens ou quand il arrivera sur une plateforme, en tout cas les amis, l'arc avec Jake O'Connell, il est pour moi terminé, je pense, et que si on doit suivre un arc, c'est l'arc des vampires, ça sera plus ou moins avec déjà d'une Hailey Steinfeld. Déjà, et toute la partie qui tourne autour d'elle. D'ailleurs, c'était très cool de la voir dans un rôle comme ça. On rappelle que Hailey Steinfeld, on l'avait déjà entendu dans le rôle de Gwen Stacy dans les films Spider-Man d'animation de Sony, et surtout c'est l'apprentie de Hawkeye dans la série Hawkeye, voilà, c'est Kate Bishop, donc voilà, elle est déjà dans un univers connecté, donc si elle arrive dans un autre univers, ça peut être très intéressant. Ouais, après la suite, elle peut être aussi. Moi la suite, elle me chauffe. Où on voit à la fin, mais elle peut être entre. Ah bah carrément. Il y a des années et des années. Elle serait même intéressante d'aller entre. Oui. Genre à une. Parce que on est quand même dans les années 1800 et quelques au début du film, non? Il me semble. Ah, c'est après la Première Guerre mondiale. Ouais. Ah, c'est 1914. Oui, c'est ça, oui. C'est après 18. 1918. C'est après 18. Ok. Donc il y a parce que les 2 frangins sont vétérans de la Première Guerre mondiale. Justement. Ok. Et puis à la fin, on est en 92. Ça, j'ai retenu cette date. Ouais. Non, mais oui, ça pourrait être drôle que ça se passe entre les deux. Ouais, les années 60, ça peut être cool. Ça pourrait même être drôle qu'ils se retrouvent invités quelque part au Nouveau-Mexique et puis qu'ils se disent que ça sert à rien, ça sera nul comme soirée. Par rapport à Une nuit en enfer. Par rapport à Une nuit en enfer. Ça pourrait être drôle. Ah bah carrément. Bon alors, vis-à-vis de mon avis, les amis, je vais dire les termes. À l'heure actuelle, un banger. À l'heure actuelle, c'est mon film préféré de l'année. Je vous le dis clairement. Je suis plutôt d'accord, oui. Ah franchement, je vous le dis là, c'est mon film préféré de l'année. Pas de mérite. J'ai aussi la partie nostalgie et la partie sentimentale qui rentre derrière, puisque GG en a parlé, mais Une nuit en enfer est un de mes films cultes. C'est un film que j'ai adoré regarder énormément de fois quand j'étais adolescent. Si vous n'avez pas vu Une nuit en enfer, donc réalisé par Robert Rodriguez avec George Clooney et Quentin Tarantino, je vous le conseille fortement. J'ai adoré l'univers de Une nuit en enfer, ce principe de mélanger les genres cinématographiques, de passer du film de braquage
à ce film huis clos fantastique avec des espèces de vampires ultra maquillés, très kitsch, etc. Et c'est ultra gore à souhait, voilà. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'est drôle aussi. C'est drôle, mais bah oui, c'est drôle. Regarde, rien que déjà au moment où le groupe se change, il y a un mec qui joue avec un corps qui récupère au sol, tu vois. Donc oui, c'est très très second degré, Une nuit en enfer, bah, comme beaucoup de films de la filmographie de Robert Rodriguez, Machete en fait partie aussi. Mais petite anecdote vis-à-vis de Une nuit en enfer, c'est un film que j'ai fait découvrir à mon père, alors que d'habitude c'était lui qui me faisait découvrir les films. Et pareil, j'y ai pas vendu de film. J'ai dit, papa, tu devrais regarder ça. Il y a Tarantino qui joue dedans. Il me dit, ah ouais, écoute. Et il s'attendait pas du tout à ce mélange, etc. Et il m'a dit, putain, je trouvais ça génial, etc. C'était trop bien. Je savais même pas, par contre, il y avait des suites ou quoi. Et il y a eu 2 suites. Donc, Une nuit en enfer 2 et 3. Et surtout, il y a eu une série donc, qui a été réalisée Qu'est-ce aussi. que ça vaut? C'est avec les mêmes acteurs? Alors, non, 2 et 3, c'est pas les mêmes acteurs. Ça m'intéresse. Voilà. Bah oui, moi non plus. Ça Mais, non, mais les suites sont à chier. Apparemment, c'est prouvé. Hein. Bon. Et, t'as jamais regardé. et la série est plutôt récente. il me semble. Et surtout, la série, la saison 1, c'était un banger absolu, les amis. C'est comme je vous le disais, le scénario original donc, du film, donc cette version longue qui est étendue, qui fait quasiment 10 heures. Et vraiment, c'est super, quoi. On a vraiment une grosse partie braquage et une grosse partie vampire. Donc c'est vraiment très... On peut la voir sur quoi? Alors malheureusement elle était disponible sur Netflix, mais il me semble que Netflix a supprimé la série avec ce fameux remaniement de catalogue, etc. avec les séries. On paye de plus en plus cher, on a de moins en moins de séries, les amis. Bref, c'était le petit coup de gueule de Netflix, les amis, remettez des séries. C'est international qui l'ait viré ou Ouais. D'accord. Ouais, c'est international, je crois bien. Après peut-être parce que je sais que c'était à la base une chaîne mexicaine que Robert Rodriguez avait mis des thunes dedans et qui avait produit cette série. Genre, je crois qu'elle a fait que cette série-là, quoi. D'accord. Voilà, peut-être qu'il y a une autre série, etc., où Robert Rodriguez est aussi producteur, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Bref. Et moi aussi, donc ça, c'était pour le côté affect. Et pour le côté un petit peu plus cinématographique de mes goûts actuels. Bon, déjà d'une, je suis un grand assidu du travail de Ryan Coogler. La saga Creed 1 était pour ma part, je pense, Creed 1 et Creed 2, c'est lui. Non, je sais pas si c'est lui qui l'a fait. Je crois pas que c'est lui qui l'a fait. Mais Creed 1 était pour ma part une claque monumentale, une refonte de l'univers de Rocky magnifique. Et surtout, et il explorait déjà ce délire de la musique est important pour moi dans mes films parce que la BO de Creed est très très prenante, mais le côté la BO est très importante pour moi dans les films de Ryan Coogler, c'est avec Black Panther, le premier du nom, puisque la BO de Black Panther avait été faite par Kendrick Lamar. Vous savez qui c'est Kendrick Lamar? Voilà, bon, c'est juste le mec qui a éteint Drake au Super Bowl. Hein? C'est une Lacoste. Voilà, exactement, voilà, qui a éteint Drake au Super Bowl. Et on en a entendu parler pendant quasiment 3 mois d'affilée. Voilà. Et voilà. Et là, je trouve que justement, Sinners, il mélange tout ce que Ryan Coogler sait faire. Là, et en plus de ça, il rajoute le côté mélange de films de genre, où on a ce côté film de gangster avec, entre guillemets, ce trauma encore de l'esclavage qui est derrière. Et ce film de genre très fantastique que j'ai trouvé très bien maîtrisé. Les vampires, cette représentation un peu plus humanoïde et un petit peu plus bestiale à la fois. J'ai trouvé ça très cool. Jake O'Connell, il est parfait. Bon, Jake O'Connell, ses talents sont fous. Hein. On l'avait découvert dans Skins saison 3 et 4, il me semble. C'était le rôle de Cook, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà. Bref. Moi, j'ai rien à dire. Sinners, c'était une masterclass de A à Z. Bref, je suis très content de l'avoir vu. Dommage, je ne l'ai pas vu en IMAX. C'est mon plus gros regret. Même si en France, on n'a pas de vrai IMAX. Non. Mais il y a une salle qui se rapproche des vraies conditions IMAX, c'est celle de Montpellier. Mais sinon... c'est à côté. C'est à côté. C'est quoi les vraies conditions Bah, t'as un écran qui est quasiment... qui est beaucoup plus grand. Et des salles beaucoup plus grosses avec un système de son avec beaucoup plus d'enceintes. Et genre, il y a tout en plus. Apparemment, le plus proche. Ça s'appelle Max. le plus proche de chez nous, faut prendre le train, mais c'est au BFI à Londres.
Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, Ce que je trouve dans nos salles IMAX qu'on a à Carré-Sénard ou dans le coin, ça va quand même. Ah oui. Après, c'est qu'on est sur du numérique aussi. Le Voilà. IMAX, en fait, t'es vraiment sur de la Pellicule, de la hein. grosse pellicule. C'est de la Et péloche c'est énorme. du 70 mm, donc c'est vraiment des trucs énormes. D'accord. Et, c'est ça qui fait le rendu en fait sur les écrans géants de l'IMAX. Voilà. Et donc en termes de nous, c'est de l'IMAX numérique. Ouais. Et quand on est en IMAX numérique, il faut privilégier des salles IMAX laser. C'est pour ça que c'est le rendu le plus proche de la pellicule que l'on peut avoir déjà Ouais, si t'auras vraiment des voilà. couleurs un peu plus nettes et beaucoup C'est plus, ça. enfin moins fades. Par exemple, tu vois, à l'époque, ça se disait déjà aussi en mode Oppenheimer, on pourra pas le voir en condition IMAX, etc. Parce qu'il avait été tourné exprès, etc. Et c'est vrai que le plus proche de chez nous, bah, c'est si tu prends l'Eurostar et tu vas au BFI à Londres. Et Tom Cruise a fait une vidéo là pour balancer l'avant-première mondiale de Mission Impossible, The Final Reckoning, où il est sur un toit d'un cinéma. Oui. C'est le BFI peut-être, à Londres, voilà, où il sera projeté en IMAX. Entre guillemets, conditions réelles. Voilà. Donc, pellicule 70 mm, etc. Voilà. Oh, ça doit être bien de le voir en Festival de Cannes aussi. Oui. Bah, est-ce que ça serait déjà pas cool d'aller au Festival de Cannes? Ah, ce serait bien. Bah, ça serait bien. Et tu as de la chance, tu l'as déjà fait, mon Max. Oui, enfin, ça remonte hein, maintenant. Hein. Oui, monsieur a 2009. croisé Sam Raimi. Il dit rien, Oui. mais il a croisé Sam Raimi, passé pas très loin de Tarantino aussi. Voilà quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? 2009. Eh oui, bah Ça date. ça date. Bon, et ben voilà, les amis. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Sinners? Non. En tout cas, on le conseille fortement. C'était un très bon film et ça fait plaisir. C'est ça. Si vous aimez le blues, Ah oui enfin, voilà, vous avez kiffé. Et si vous aimez surtout, et si vous avez vu le film et que vous aimez la BO, ça a été annoncé. Mais la bande originale du film, donc à la fois les musiques chantées par Miles Catton et les musiques donc de Ludwig Göransson, c'est celui qui a fait entre guillemets qui a fait les musiques de Oppenheimer aussi, seront réunis dans un vinyle qui arrivera prochainement, donc d'ici cet été. Voilà, ça sera acheté instantanément. Voilà, en tout cas de ce côté. Voilà les amis. Bon. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!